grand plaisir d'entamer une série d'émissions sur la construction. Alors construction veut dire l'ensemble, on va dire la chaîne de valeur qui va de matériaux de construction jusqu'à l'aménagement. C'est le cadre bâti et le cadre de mobilité. Voilà. L'infrastructure et l'habitation, les lieux de travail, et puis l'infrastructure, et puis la mobilité que l'on fait de part et d'autre. Alors, j'ai le plaisir donc d'accueillir pour cette première émission un architecte, urbaniste et écrivain, c'est Rachid Boufous. Alors, il a écrit son premier roman, Chronique du Détroit, et à cette occasion, nous entamerons donc cette émission en parlant des villes, les villes marocaines et quel modèle pour ces villes. Alors, une série de questions sur les villes dans le monde, l'histoire des villes dans le monde, les villes marocaines et ensuite le devenir des villes. Première question à Si Rachid. Alors, vous êtes architecte, vous êtes urbaniste, comme je rappelais, vous êtes un excellent conteur. On voit souvent vos posts sur Facebook qui sont très lus et très suivis, et je pense que c'est à l'occasion de cela que vous avez ensuite eu l'idée d'écrire un livre. Est-ce bien cela? Oui, tout à fait. Merci pour l'invitation. Effectivement, cette vocation d'écrivain m'est venue un peu sur le tard. Comme vous l'avez si bien dit, je suis architecte urbaniste à la base. Je l'exerce depuis une trentaine d'années, donc un peu partout au Maroc, où je travaille justement beaucoup sur l'urbanisme des villes, sur le devenir des villes, sur le futur des grandes agglomérations marocaines. Et donc, à travers, durant les moments de distraction, disons, je me mets à écrire. Je suis un grand lecteur de l'histoire du Maroc, et vous savez que l'histoire parle aussi de l'urbanisme, parle aussi du développement des villes, donc, parce que c'est la base même des civilisations humaines. Et donc j'ai été amené à apprendre énormément de choses, et puis le désir est venu de transmettre ce que j'ai appris dans ces livres, et notamment de raconter dans ce premier roman une histoire, en quelque sorte, une ambiance urbaine qu'a vécu la ville de Tanger durant la première moitié du XXe siècle. Donc c'est toujours en rapport avec mon métier de base, hein, l'écriture, même le roman. Et voilà, donc... Et justement, comme vous l'avez si bien dit, en termes de civilisation, les civilisations se sont constituées autour des villes. Uruk, Ninive, Babylone, Athènes, Sparte, Rome. Alors on va plus loin, on s'approche un petit peu plus. Ensuite la Mecque, Constantinople, Gênes, et puis Londres, Paris, et dernièrement New York et la Silicon Valley. Alors c'est quoi une ville? Alors, en définitif? Une ville est un regroupement de populations dans un seul et même endroit, où ils pratiquent un certain nombre d'activités, notamment des activités industrielles, des activités liées à la culture, liées à l'industrie, liées à la politique. Et donc ce regroupement de populations, nous l'avons remarqué pour la première fois dans l'histoire humaine à la fin du Néolithique, où des êtres humains ont décidé de se regrouper autour de bâtisses dans le bassin de la mer Noire, notamment du côté de la Moldavie, de l'Ukraine, de la Roumanie, où nous avons vu l'apparition des premières villes dans l'histoire humaine, et qui datent à peu près entre 7000 et 5000 ans avant Jésus-Christ. Après, effectivement, il y a eu un déplacement, bien sûr, de la population humaine vers le croissant fertile de Mésopotamie, où nous avons vu éclore de nouvelles cités, notamment du côté de l'actuel Irak. Donc, notamment, on a eu la plus grande ville de l'ancienne Antiquité mésopotamienne à Uruk, donc vers moins 3500 ans avant Jésus-Christ. Et après, bien sûr, il y a eu aussi l'éclosion de la civilisation égyptienne, donc
au moins 3000 ans. Et petit à petit, les êtres humains ont retrouvé dans ce schéma de regroupement la possibilité de bâtir des civilisations différentes, de bâtir aussi des monuments. Et puis ça correspondait aussi avec l'apparition des grandes religions qui ont fait que les êtres humains ont construit aussi des lieux de culte et des temples, et puis des lieux aussi où ils célébraient le roi, comme les pyramides, comme un certain nombre de bâtisses. Et petit à petit, l'histoire humaine a commencé à s'organiser autour de ce qu'on a appelé les villes, donc les cités, où l'être humain a commencé à bâtir sa civilisation comparativement à ce qu'il avait vécu jusqu'à cette époque dans le milieu rural, où il vivait dans la nature, où c'était des populations éparses, dispersées. Et la ville, c'est tout à fait le contraire. C'est là où se retrouvent les gens, mais pas forcément les gens d'une seule et même tribu ou ethnie, parce qu'on appellerait ça plutôt un village, où les gens d'une même catégorie ethnique se retrouvent, mais beaucoup plus des gens différents qui viennent de différents lieux, de différentes régions. Et là, c'est la cité, la ville, et la ville est différente et cosmopolite, elle accueille toutes les migrations d'où qu'elles viennent, et c'est ce schéma qui est resté toujours vers nous 2000 ans après Jésus-Christ. Voilà. Donc une ville, c'est l'emplacement où des gens se regroupent pour faire du commerce, pour commercer, pour entretenir des relations humaines et politiques et administratives et commerciales. Et en termes d'alimentation, est-ce qu'il était préférable, est-ce qu'il était souhaitable, parce qu'il était important, je pense, qu'il y ait quand même des cours d'eau, des fleuves, de l'eau, un aire-pays où on pouvait donc faire de l'élevage, faire de l'agriculture, et ensuite pouvoir, s'il le faut, exporter, échanger, donc des voies de commerce. Bien sûr. Est-ce que c'est toujours le cas actuellement? Bien sûr. Écoutez, les villes ne se créent jamais ex nihilo, c'est-à-dire il faut toujours qu'il y ait à côté, bien sûr, l'élément le plus important, c'est l'eau. Bien sûr, c'est ce qui est la base de toute vie. Il faut que ça soit assez proche que ce soit de voies navigables, que ce soit de fleuves, mais aussi de possibilités d'avoir des routes, enfin des possibilités de créer des voies commerciales, d'être sur des nœuds ou des hubs commerciaux qui permettent justement à ce que cette ville soit connectée avec le reste de l'humanité, enfin le reste des autres civilisations. Donc la ville est toujours pensée en fonction de ces impératifs, donc d'abord l'eau, et puis les voies commerciales, qu'elles soient terrestres ou qu'elles soient fluviales. Tout ça est resté pratiquement à ce stade jusqu'au 19e siècle, puisqu'on est passé avec la révolution industrielle, avec le moteur à vapeur, donc on a inventé le chemin de fer et puis on a inventé la voiture, et ce qui a permis justement à l'être humain de toujours se déplacer un peu plus loin, même dans des zones qui sont moins hospitalières, et de créer des villes. Mais bien sûr, l'eau est toujours un impératif important, mais on n'est plus sur des situations où on est à côté de voies commerciales, étant donné que l'être humain a gagné en liberté, notamment avec l'invention de l'aviation aussi. Donc on se retrouve aujourd'hui avec des villes qui existent même dans des steppes russes ou même au Sahara, etc., dans des zones très éloignées et souvent inhospitalières. Donc l'être humain arrive quand même à s'adapter aux éléments donc, qui sont souvent difficiles et à continuer à prospérer, à continuer à créer sa propre civilisation. Exactement. À quel prix on verra par la suite, justement, par rapport au futur des villes, sûr. et est-ce que cette logique aujourd'hui de réduire les cycles de transport et donc d'être quelque part en autarcie. On en parlera par la suite. Si on revient justement à la création des villes, Oui. est-ce que vous pouvez nous donner des exemples sur les villes marocaines? Comment Fès, Meknès, Marrakech, Tanger, Rabat, Salé et puis d'autres villes que vous connaissez se sont constituées? Est-ce qu'on peut prendre des exemples sur ces villes-là? Ou Tanger? On parle souvent de ces villes assez récentes dans l'histoire humaine que nous connaissons, mais bien avant, les premières installations humaines au Maroc dataient
remonte à peu près à moins 700 avant les Jésus-Christ, quand les Phéniciens ont commencé à aborder les côtes africaines. Et bien sûr, quand ils sont venus, ils ont trouvé des groupements d'habitation au Maroc, mais c'est surtout des petits villages, des petits hameaux. Et petit à petit, les échanges qui se sont faits avec les Phéniciens, d'ailleurs à Tanger, Tingis, où il y a eu le premier échange commercial, et puis il y a eu au niveau des Saouira aussi, parce que les Phéniciens ont développé aussi l'échange, le commerce du coquillage qu'on appelait le murex. Et qui sortait un rouge exceptionnel, le pourpre. Oui, justement, avec lequel on pouvait teinter les toges des nobles et plus tard les toges des empereurs romains. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu, avec la pénétration romaine au Maroc, les Romains, l'Empire romain a bâti un certain nombre de villes. On en connaît quelques-unes, Banassa, Volubilis, énormément, on en a à peu près une vingtaine de petits centres, de petites villes de garnison, de petites villes d'échange, la plus importante étant Volubilis, Ouelili. Donc, mais ce n'était pas vraiment de grandes villes. Et c'était quoi l'objectif des Romains à l'époque de construire ces villes? Est-ce que c'était surtout un grenier agricole? C'était des petites cités de contrôle donc du territoire de l'Afrique. Les villes les plus importantes se trouvaient en Algérie, donc en Césarée, donc en Mauritanie césarienne, c'est-à-dire en Algérie. Le Maroc étant la Mauritanie tingitane, donc c'est surtout avec Tanger, avec Banassa, avec Lixus, avec Volubilis, c'était des villes de garnison pour maintenir justement ce grand territoire d'Afrique du Nord dont la plus grande ville était Carthage et qui posait réellement des problèmes à l'Empire romain. Et vous connaissez certainement les guerres puniques, enfin toute cette rivalité entre Carthage et Rome, Hannibal, etc. Et puis toutes ces choses aujourd'hui, à l'époque, faisaient en sorte que on avait très peur de ces morts en quelque sorte, de ces habitants d'Afrique du Nord, et on préférait surtout faire au minimum des échanges commerciaux. Une ville qui a été connue pour cet échange commercial, c'était Lixus, l'Arrache qu'on connaît. Pour la fameuse sauce qu'on y produisait, c'était le garum. Le garum était une sauce à base de poisson et de sel dont les Romains raffolaient pour assaisonner leur mets à Rome, et puis c'était à l'Arrache on trouvait le meilleur garum. Donc, mais en dehors de ça, le Maroc... Et c'est vrai que les Romains, par la suite, par exemple, ce qui est maintenant la Grande-Bretagne, quand César est arrivé en Gaule et ensuite en Angleterre, il a créé un muret au-delà d'une certaine distance au niveau de la Grande-Bretagne qui ne pénétrait pas, en disant à la logique de la muraille de Chine, comme il y avait les sauvages pas de l'autre côté. Surtout, c'était pour se prémunir, comme ce que vous avez dit, puis commercer ou en tout cas avoir de la ressource sur des territoires qui pouvaient être contrôlés. Bien sûr, on utilisait surtout les lions, enfin le fameux lion de l'Atlas, les zèbres et les éléphants qui étaient en nombre au Maroc et au Sahara, parce qu'il faut savoir aussi que cette zone du Sahara était assez tempérée à l'époque, donc il y avait une espèce une grande savane, et puis Rome raffolait de ces animaux pour les cirques justement, mais Rome avait très peur de l'Afrique du Nord, des hommes et des femmes d'Afrique du Nord qui sont de très grands guerriers connus à travers l'histoire, et donc ce qui fait que ils ont très peu développé en fait l'Afrique du Nord comparativement à d'autres contrées d'Europe. Mais par contre, ils ont apporté aussi de cultures de masse. Par exemple, l'empereur Adrien a ramené vers 160 après Jésus-Christ, il a apporté la culture de l'olivier en masse dans toute l'Afrique du Nord. Donc, alors que l'olivier existait avant, mais c'était pas une culture d'exportation. Il fallait savoir aussi que l'Afrique du Nord exportait aussi du blé, donc qui était dans les plaines de la Mithydla en Algérie, mais aussi au
au Maroc, on exportait énormément de raisins, enfin de vin, etc. Donc c'est connu que les échanges entre Rome et l'Afrique du Nord étaient très importants. Après, avec le temps, bien sûr, ça a évolué. Bon, il faut savoir qu'il y a eu énormément de royaumes berbères au Maroc, notamment vous parliez tout à l'heure de Jules César. Nous avions un grand roi qui s'appelait Juba I. Le problème, c'est que ce roi avait choisi le parti qui était contre Jules César, et puis il a été tué. Et puis Rome, enfin le successeur de César, Auguste, avait pris son fils Juba II, et il l'a élevé à la cour de Rome, et il lui a enseigné tout ce qu'on savait à l'époque, enfin de culture hellénistique, etc. Et puis il l'a fait marier avec la fille de Cléopâtre. Cléopâtre, c'est l'aîné, et il a fait roi justement du Maroc. Et c'est l'époque de l'Antiquité marocaine la plus brillante, effectivement, où ce roi Juba II a ramené de grands savants au Maroc. Il était très érudit, et c'est à cette époque où vraiment le Maroc et puis tout ce territoire qu'on appelait la Mauritanie a connu un grand développement, et puis l'émergence de grandes cités. J'ai parlé tout à l'heure de Cherchell en Algérie, donc il y avait aussi Volubilis a pratiquement triplé de volume, hein, donc elle a accueilli énormément de gens et est devenue vraiment une grande ville, ce qui va poser problème quelques siècles plus tard quand Moulay Idriss va venir au Maroc, et justement il va être élu roi du Maroc, hein, c'est le premier roi de l'époque islamique, donc Moulay Idriss Ier. Et il va se retrouver à l'étroit dans cette ville de Volubilis, et il va déménager vers un lieu justement où il y avait beaucoup d'eau, parce qu'il n'y avait pas assez d'eau à Volubilis, et ils vont trouver un endroit à côté donc de la plaine de Seyss, où il y avait un grand fleuve, où l'eau ne tarissait jamais, et puis il va s'installer là-bas. Il y avait une petite tribu d'Awaraba qui... Ils l'ont accueilli d'abord à Zahran. Ils l'ont accueilli à Zahran, mais il y avait une autre des cousins à eux qui était du côté de ce qui va devenir Fès. Donc c'est Moulay Idriss Ier qui va créer Fès. Après, son fils va venir après, et Moulay Idriss II va vraiment permettre à toutes les populations qui viennent d'un peu partout de venir s'installer dans ce qu'on appelait le Fès el-Bali. Donc il va créer deux grands quartiers totalement séparés, c'est-à-dire Adouat al-Andalus ou Adouat al-Qarawiyyin. Et Adouat al-Andalus, ce sont des Arabes, mais aussi des Marocains, des Berbères qui ont fui l'Espagne à l'époque où un calife omeyyade, enfin un émir omeyyade, avait, suite à une émeute en Andalousie vers 840. L'Asnovage de mémoire. Non, Al-Hakam I, le cruel. Des gens se sont rebellés contre lui à Cordoue, et puis il a en quelque sorte poussé ces gens à émigrer. Ils sont venus à Fès, et Moulay Idriss II les a accueillis. Donc il a créé ce quartier Adouat al-Andalus, où des gens se sont installés, bien sûr avec les Berbères à Awaraba. Et puis il y a des gens qui sont venus aussi de Tunisie, donc des Qayrawan. Donc il a créé le quartier donc Adouat al-Qarawiyyin. Et petit à petit, c'est vraiment la première ville qui va commencer à se structurer, qui va commencer à être un hub commercial. Il faut savoir qu'il y avait les longues chaînes de caravanes qui montaient du sud, donc avec l'éclosion du royaume kharijite de Sijil Massa, donc qui était en contact avec l'Afrique noire. Et puis Fès vraiment était au centre du Maroc en quelque sorte. Donc vers elle vont converger tout le commerce, les échanges et puis le savoir. Et vers 880, une dame va créer une université Al-Qarawiyyin, qui, quoi qu'on dise, et malgré tout ce qu'on dit, c'est la première université au monde. Elle a été créée à peu près un siècle avant celle de Bologne en Italie. Donc c'est la première université la plus ancienne au monde par une femme, Fatima al-Fihriya, qui était venue avec sa famille de Qayrawan, donc de Tunisie. Et c'est petit à petit que Fès, à travers les âges,
va commencer à drainer énormément de savants, énormément de gens, énormément de commerçants. Et on peut dire que la civilisation marocaine, à proprement parler, avec toute sa richesse, avec toute sa diversité, va commencer à partir de cette époque. Bien sûr, il y aura énormément de dynasties qui vont venir après, qui vont créer aussi d'autres villes. La deuxième grande ville qui va être créée, c'est celle de Marrakech, par les Almoravides, à partir de 1057. Donc, les Almoravides, qui aussi ont connu Youssef ibn Tchelfine, qui était leur chef, a connu les mêmes soucis démographiques que Moulay Idriss Ier à Volubilis, mais lui, il était à Armat, à 30 km de Marrakech. Effectivement, en bâtissant son royaume, il va y avoir énormément de monde, donc il va chercher une nouvelle terre. Alors pourquoi Marrakech? Pourquoi ce site de Marrakech? En tant qu'urbaniste, Oui. qu'est-ce qui était favorable, qu'est-ce qui a favorisé l'emplacement de Marrakech? Alors d'abord le cours d'eau. Comme d'habitude. Oued Tensift, il ne tarissait jamais. Hein. Il n'y avait pas à l'époque de barrage en amont ni en aval. Il faut savoir que le Maroc à l'époque était un pays qui était très tempéré du point de vue climat. Pourquoi? Parce qu'il était très arboré. Il y avait des forêts partout. C'était connu que l'Afrique du Nord était une immense forêt interminable, ce qui fait que le climat lui-même était temporé. Il y avait énormément de précipitations, donc il y avait énormément d'eau, donc en Afrique du Nord et surtout au Maroc. Donc les fleuves étaient vraiment assez puissants lors des crues et permettaient aux gens de vivre continuellement justement à leur bord. Et c'est comme ça que Youssef ibn Tchelfine est venu acheter une terre qui s'appelle Amor Nouakouche, c'est-à-dire la terre de Dieu. Amor, ça veut dire terre, et Akouche, ça veut dire Dieu en berbère. Et ce Amor Nouakouche, c'est une plaine qu'il va acheter pour y installer ces gens. Donc, il va les ramener d'Armat. Ils vont commencer par construire, à l'aide des gens qui étaient avec lui, qui sont venus du Tefilel, qui maîtrisaient l'architecture de terre, ils vont construire une partie de la muraille de Marrakech en terre battue pour se protéger. Et ils vont construire la première bâtisse en pierre au Maroc qui s'appelle Qasr al-Hajar. On n'en a pas trouvé les vestiges parce qu'il a été démoli à l'époque des Almohades un siècle plus tard, mais il se situerait à côté de la Qarawi, de la Koutoubia. Donc entre la Koutoubia et l'hôtel Mamounia, enfin dans ces zones, c'est à côté d'Ars Moulay Abdeslam. On vous voit d'ailleurs, je pense, sur un des réseaux sociaux, vous baladez, je pense, 2 semaines de cela sur la ville de Marrakech et montrer justement tous ces emplacements. Tout à fait. Et cette première construction a été faite sur Qasr al-Hajar, ce palais de pierre, va être construit avec la pierre du mont Guiliz. Donc on va chercher de la pierre et on va chercher aussi des gens qui maîtrisaient la pierre, qui étaient en Andalousie, des Marocains qui vivaient en Andalousie à l'époque. Et puis, comme vous savez qu'il y avait beaucoup d'échanges, puis ils vont construire ce palais de pierre dont l'utilité était que Youssef ibn Tchelfine avait décrété que toute personne qui rentrait à Fès devait déposer ses armes dans ce palais de pierre. Il n'avait pas le droit de rentrer dans cette ville avec ses armes. Donc c'était le premier contrôle en quelque sorte des populations. Et il faut savoir que les gens habitaient dans des petites tentes, il y avait des petites constructions toujours en terre battue. C'était cette architecture que les Almoravides avaient ramenée du sud. Vous savez que les Almoravides sont venus du Sahara, de la Mauritanie, qui sont montés. Puis en cours de route, ils ont rencontré des bâtisseurs de l'éphémère, c'est les gens du Tefilel qui construisent en terre battue. Ils les ont embarqués avec eux. Ce sont ces gens. Ils ont embarqué aussi le palmier dattier. Et c'est avec ces deux, enfin la technique de la terre battue et le palmier dattier, Youssef ibn Tchelfine va créer la palmeraie donc de Marrakech, qui est tout à fait créée, c'est pas quelque chose qu'il a trouvé. Donc pourquoi? Parce que les Sahariens se nourrissent à base de dattes et de lait de chamel. Donc ils ont ramené leur propre culture pour être totalement autonomes et pour ne pas avoir à avoir d'autres cultures, mais en même temps, ils ont ramené aussi ces bâtisseurs de terre battue qui ont construit la première enceinte de Marrakech, et ils ont construit aussi la première Koutoubia, qui n'est pas celle que nous connaissons. Donc Youssef ibn Tchelfine et surtout son fils Ali ibn Youssef va construire donc cette première Koutoubia qui va être
démoli après, un siècle plus tard, bien sûr, après l'avènement des Almohades, hein, parce que les Almoravides vont rester à peu près un siècle 130 ans à peu près, et puis au cours desquels ils vont aller jusqu'en Espagne. Il y aura une grande bataille, la bataille de Zlaqa-Sagragas, donc ils vont dominer vraiment toute l'Espagne, où ils vont mettre fin au royaume de Taïfa, donc en Espagne, à toute cette anarchie. Et, unifier à nouveau l'Espagne. Mais après, ils vont aussi connaître des déboires, et puis une autre dynastie berbère, des Masmouda, donc des Almohades, qui vont venir et qui sont des conservateurs. Donc austères. Ils vont démolir pratiquement tout ce que les Almoravides avaient construit au Maroc. Et d'ailleurs, ils seront mal accueillis en Andalousie parce qu'ils sont d'une rigueur, d'une austérité. Bien sûr, c'est des vrais sectaires, et puis ils ont tout démoli. Vraiment, c'est les derniers restes de la présence architecturale des Almoravides. C'est la salle des ablutions à côté de la mosquée Ben Youssef à Marrakech, et puis la mosquée d'Alger et celle d'Oran. C'est les seuls vestiges almoravides qui nous restent encore aujourd'hui, qui ont traversé le temps. Les Almohades, quand ils arrivent, au-delà de leur conservatisme, c'est à partir de là que nous allons avoir un État marocain, un État-nation réellement structuré. Ce sont les Almohades qui inventent le terme makhzen, d'abord. C'est eux qui vont donner à ce pays son organisation. Et il y a un traité qui date de leur époque, qui s'appelle le traité d'Ibn Abdoun sur la ville de Séville. Ibn Abdoun avait été un de leurs scribes, un de leurs savants, et Yaqub al-Mansour al-Mouhidi lui avait demandé au fait de faire le premier traité urbain sur une ville musulmane. Il va faire celui de Séville, qui va être copié dans toutes les villes marocaines. Et ce traité d'Ibn Abdoun, d'ailleurs, qui est accessible sur Internet, il fixe vraiment toutes les règles d'organisation d'une cité. C'est-à-dire les corporations, comment elles doivent être organisées, les gens, où est-ce qu'ils doivent habiter, ce qu'ils doivent faire, etc. Et c'est ce modèle d'Ibn Abdoun que les Almohades vont appliquer dans toutes les médinas marocaines, où en trouvant aujourd'hui les marchés dans un endroit, l'habitat dans un autre, les fonctions polluantes dans un certain endroit, et puis il y a les fonctions aussi de contrôle, les muhtasib, toutes ces choses de contrôle, les fonctions, il y avait même des polices de mœurs aussi qui étaient installées. Tout ça, les Almohades vont le mettre en marche. Pourquoi? Parce que les villes marocaines, les médinas marocaines notamment, Fès et Marrakech, qui étaient les plus importantes à l'époque, c'était des villes à plus de 200 000 habitants chacune à l'époque, et elles ramenaient, enfin, elles acceptaient énormément de gens. Et puis, tous ces gens-là, il devait y avoir un contrôle de ces populations. Et les Almohades avaient instauré un principe que, après la dernière prière du soir, les portes de la Médina étaient fermées, et quand on n'était pas invité chez quelqu'un dans une ville, dans une Médina, ou si on ne venait pas dans un caravansérail, on ne devait pas rester en ville. On devait sortir de la ville, de la Médina, et aller passer la nuit en dehors. Alors c'est des anecdotes qu'on raconte par exemple entre les gens de Rabat, les gens de Salé, quand ils devaient quitter à un certain moment de la journée, et bien donc, sûr, qui fermaient les portes. Il y avait un contrôle pour des questions d'hygiène, pour des questions aussi de salubrité, et pour des questions aussi techniques, hein, autant de masse. C'est-à-dire les structures de la ville ne pouvaient pas accueillir autant de population, ne serait-ce que aujourd'hui, ce que nous connaissons sur les villes, comme Fès, etc. Nous avions, avant l'indépendance, il y avait une famille par riad. Aujourd'hui, vous avez une dizaine de familles par riad, parce que la structure sociale qui existait avant a totalement disparu après l'indépendance, et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une immense pression, même sur la structure architecturale, la structure technique des bâtiments, ce qui fait que nous avons des effondrements aujourd'hui, nous avons des problèmes d'hygiène, nous avons des problèmes d'assainissement qui, à l'époque des Almohades, des Almoravides, des Saadiens, des Alaouites au début, etc., ça n'existait pas parce qu'il y avait un équilibre justement dans la cité. La cité était contrôlée par ses gouvernants. Donc c'est cette harmonie, quand les Européens arrivent en 1912, les Français surtout, trouvent au Maroc un État structuré.